Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. On revient en live, il est 10h31 et je ne suis pas toute seule, je suis avec une merveilleuse voix enchanteresse qui s'appelle Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh ma petite pupuce, je t'entends, on t'entend tous, c'est trop merveilleux. Ah, je suis ravie d'être avec vous ce matin, vraiment. Ah bah écoute, c'est réciproque, j'arrête pas de parler de toi autour de moi, c'est un truc de fou. Ce que je faisais les amis, Agnieszka, voilà, entre dans l'univers de Radio Antasia. Tu fais maintenant partie de l'équipe, donc je suis trop touchée. On est tous hyper contents de t'avoir. On t'a souhaité un joyeux anniversaire tout à l'heure. Oui, j'ai vu, 2 jours en avance. Mais tu sais, je suis née un dimanche à 5h15 du matin. Donc je suis née un dimanche, donc voilà, nous sommes dimanche. Eh bah oui, donc ça veut dire que ça tombe très bien alors. Voilà, exactement. Alors donc tu vas ouvrir les portes autour d'une chronique qui est donc en corrélation avec les contes. Et quand on a échangé toi et moi pour justement que tu m'expliques un petit peu de quoi tu allais parler ce matin autour de La Belle et la Bête, et tu m'as fait découvrir tout ce que tu vas nous dire là ce matin, forcément j'ai eu envie d'écouter le conte initial que je ne connaissais pas. 4 heures d'audio, dis-toi. Donc j'étais à fond. Hein. Donc c'est pour vous dire les amis. Je comprends. C'est pour vous dire les amis que la chronique d'Agnieszka va être magnifique. Vous verrez sur La Belle et la Bête, ça va être aux petits oignons. Donc je te laisse, c'est ton moment. On échangerait, il n'y a aucun problème. Mais alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce merveilleux conte ? Alors déjà, on va partir au milieu du XVIIIe siècle. Parce que, en fait, il y a eu 2 versions du conte de La Belle et la Bête. Un des contes les plus attachants de la littérature féerique qui voit le jour. Donc, le premier, c'est Madame de Villeneuve qui a publié dans son recueil La jeune américaine et les contes marins en 1740. Et l'histoire, elle est reprise et écourtée une quinzaine d'années plus tard par Madame le Prince de Beaumont dans un volume intitulé Magasin des enfants. Et Madame le Prince de Beaumont a omis de citer ses sources. Et malheureusement, c'est la deuxième version, donc Madame de Beaumont, qui a été repris, qui va être repris dans d'autres adaptations et qui va mettre à l'oubli le premier texte, donc celui de Madame de Villeneuve. Alors en fait, ces 2 récits, ils ne diffèrent pas seulement par le ton, la forme, la longueur, mais aussi dans l'esprit qui anime leur écriture. Par exemple, le conte de Madame de Villeneuve fait l'illustration de l'amour idéalisé. Il s'inscrit dans la tradition galante du XVIIIe siècle et il montre un sincère engouement pour la vie mondaine et les élans du cœur. Donc c'est ce recueil qu'on va parler ce matin. Alors ce recueil était dans le but aussi pour distraire une jeune fille oisive en âge de prendre un époux au cours d'un interminable voyage en bateau. Et le récit de Madame de Villeneuve, parce que c'est quand même elle qui a quand même inventé cette histoire et créé cette histoire, elle va très loin dans le merveilleux et le fantastique. C'est un véritable monstre couvert d'écailles, incapable de conversation, un étrange rêve récurrent qui hante la jeune captive, des fenêtres ouvertes sur le monde. Ils permettent à Belle d'assister même à des représentations théâtrales, une faune savante. Voilà. Donc c'est un récit qui se déploie dans la fantaisie féerique et qui met en scène nombre de fées et leur rivalité incessante. On est vraiment plongé dans un univers fabuleux. Madame le Prince de Beaumont, donc la deuxième version, elle s'adresse beaucoup plus aux enfants et Madame de Villeneuve plutôt aux jeunes adultes. Alors tous deux, elles parlent d'amour, évidemment, d'épreuves, de conflits, de beauté alliée à la bonté. Et puis, chacune à leur manière, ces 2 femmes de lettres, elles tentent de montrer la force de caractère, la détermination, qui sont les clés de l'épanouissement personnel des jeunes filles. Voilà. Donc,
l'imaginaire dans ce conte, on trouve une source d'inspiration incroyable et il y a eu nombre d'adaptations artistiques qui vont prospérer autour du conte, malheureusement, de Le Prince de Beaumont et non pas la véritable histoire de Madame de Villeneuve. Alors, il y a eu en 1771 une comédie-ballet donnée sur le titre de Zémire et Azor à Fontainebleau. Donc, c'est la première adaptation. Après la guerre, en 1946, il y a Jean Cocteau qui l'adapte à l'écran avec un film poétique et sensible qu'on connaît tous, avec Jean Marais, Josette Day. Et donc, Jean Marais, il a même 3 rôles. Il a le rôle de la bête, il a le rôle du prince et de Avenant, qui a été repris par Disney pour le rôle de Gaston. Voilà. Et ça, Oui. c'est pas du chiquet dans le sens où, en fait, il y a quelque chose autour de la bête, tu vois, qui est le même personnage. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Mais il y a une logique, en fait. Tout à fait. Donc, effectivement, ce qui est assez incroyable, c'est que dans ce film de Jean Cocteau, Jean Cocteau, il est tombé malade pendant tout le tournage. C'est comme s'il y avait quelque chose, une malédiction. Donc, voilà. Donc, ça a été tourné au manoir de Rochecorbon et au château de Ravais. Voilà. Après, il y a eu évidemment un dessin animé absolument magnifique du russe Lev Atamov. D'ailleurs, on peut trouver le dessin animé sur YouTube qui s'adapte de La Belle et la Bête, qui s'appelle La Fleur écarlate. Et après, nous connaissons évidemment le dessin animé magistral de Walt Disney en 1991, où là, il commençait avec les effets spéciaux des animations 3D. Et après, le film en 2014 de Christophe Gans, qui a été avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Donc, l'atmosphère, par contre, parce que Christophe Gans, alors c'est le seul qui a repris, on va dire, l'atmosphère de Madame de Villeneuve, du conte de Madame de Villeneuve. Les décors ont été créés par Thierry Flamand et la musique est de Pierre Adenau, qui est absolument sublime. Et d'ailleurs, ils ont repris un petit peu dans les décors, vraiment, moi par contre, j'ai vraiment retrouvé dans ce film les décors du conte de Madame de Villeneuve, vraiment. D'ailleurs, ils se sont inspirés de l'animateur et producteur japonais Miyazaki, qui est un grand animateur et producteur d'animation japonaise. Voilà. Après, eh bien, nous avons évidemment le film de Walt Disney en 2017 qui a été repris d'après le dessin animé. Et justement, on avait échangé sur le sujet, hein, sans pour autant trop s'étendre, mais j'ai pas trop aimé le film. Alors, voilà. C'est vrai qu'effectivement, comparé aux tous les films Disney qui ont repris les dessins animés, c'est vrai que j'ai été aussi un petit peu déçue. Bon, après, voilà. Après, chacun fait son opinion là-dessus. Mais parce que je voyais trop Hermione, en fait. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on pense tous la même chose, trop Hermione. Et c'est vrai que... Et puis quand on a une vision de la Belle aussi, qui est très particulière, c'est compliqué. Disons qu'elle ne ressemblait pas du tout au dessin animé. Et aussi, voilà, c'est important de reprendre, je pense, les mêmes traits. C'est très important dans le dessin. Moi, tu vois, je suis dessinatrice à la base. Et moi, quand je voyais ça, je dis non, elle n'a pas les traits du dessin animé, comme dans le dessin animé, ou même comme Josette Day, qui avait une pureté au niveau du visage, qui s'adaptait bien pour le personnage. Hein. Je n'enlève pas du tout Emma Watson, j'adore. Mais je ne la voyais pas du tout pour La Belle et la Bête. Bon, après, voilà. Alors, on va revenir peut-être, évidemment, à l'origine de la bête.
Parce qu'Alina, tu as quand même écouté 4 heures d'audio. Ah ouais, non mais je vais te dire notre session, parce qu'on a passé du temps avec Agnieszka là dans la semaine, quand elle m'a fait découvrir l'origine du conte, tu m'as donné tellement d'informations énormes que je ne connaissais pas, que tu vas nous expliquer là dans quelques minutes. Je me suis Oui. dit, mais il faut que j'écoute le conte, quoi. Il faut que j'ai. Et puis, comme j'avais pas pu acheter le livre plus tôt, je me suis dit, bah, Mm. je vais regarder sur Internet et sur YouTube. Il y a également le conte en audio. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes motivé pendant 4 heures, mais c'est 4 heures de pur bonheur, hein, vraiment. Ah oui, Oui, on rentre vraiment dans le monde des fées. ouais, ah, totalement. Ah ouais, On rentre vraiment dans le monde des fées. Et en fait, Madame de Villeneuve, avec comparé à celui de Madame le Prince de Beaumont, la différence, en fait, c'est que le conte de Madame de Beaumont, il s'arrête avec l'aveu de l'amour de la belle qui délivre la bête de son sort. Alors que celui de Madame de Villeneuve, il se plonge dans plusieurs parties avec les récits des origines de l'histoire de la bête. Vraiment, on va découvrir l'enfance du prince, voilà, qui est devenu une bête, et l'enfance également de Belle. Parce que, voilà, il n'y a pas que la bête qui a eu aussi un mauvais sort. Voilà, et c'est là qu'on va découvrir donc les secrets de la Belle et la Bête. ça mérite Ah, des poussières d'étoiles. Moi, je te le dis, ça mérite des poussières d'étoiles. J'ai hâte que tu dises la réalité de ce conte, vraiment. alors, je vais essayer de faire un résumé, vraiment, parce que bon, c'est après, on veut le lire. Mais j'ai fait un résumé vraiment de ces deux parties, les deux dernières parties, parce qu'en fait, il y a 4 parties dans le livre de Madame de Villeneuve. Donc, il y a vraiment la première partie, l'histoire qu'on connaît tous, du riche marchand qui se perd, voilà, dans un château, qui cueille la rose, voilà. Et Belle après qui prend la place de son père dans le château de la Bête. Voilà, donc la première histoire, c'est ça. Et quand Belle, après, elle revient chez son père. La deuxième partie, c'est quand elle va revenir, elle va s'apercevoir qu'elle, qu'elle est amoureuse, en fait, de la Bête. Elle va revenir dans le château pour l'enlever de son mauvais sort. Alors, juste une chose quand même que je voulais quand même dire avant de parler de l'histoire de la Bête, c'est dans le château, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que, parce que c'est comme un vrai conte des mille et nuits, moi je trouve. Belle la nuit, elle fait des rêves. Il y a beaucoup le monde des rêves qui revient quand elle est dans le château. Et à un moment donné, elle rêve d'un beau jeune homme. Et en fait, c'est le prince, en fait, en fait, il arrive, vu la bête, avec le pouvoir d'une fée, à faire en fait, en sorte que Belle, elle le voit dans les songes. Donc, elle tombe éperdument amoureuse de lui. Et en fait, tous les soirs, elle le retrouve tous les soirs dans ses songes. Donc, c'est très romantique. Alors, on va commencer. Donc, au moment où en fait, donc la Belle, voilà, bah, le sort est rompu. Donc Belle, elle demande à la Bête, voilà, son histoire. Et le monstre, voilà, qui est devenu prince, et il raconte ses origines à Belle avant leur mariage. Alors il raconte que sa mère, la reine, elle perd son époux, le roi, lors d'une bataille. Et au moment où elle perd son époux, eh bien la reine, elle met au monde un petit garçon qui n'est autre que lui, le jeune prince. Et devenue mère, cette reine a un amour pour lui inconditionnel. Cette naissance, eh bien voilà, ça représente la vie. Et puis l'espoir, elle apaise la perte de son époux. Elle confie le prince à une fée de sa connaissance qu'on surnomme l'intelligente. Alors, il faut bien dire une chose aussi, dans le conte de Madame de Villeneuve, ça peut être un peu, voilà, ça peut rendre un peu confus, c'est qu'elle ne met pas de prénom et de nom à ces personnages. Il n'y a que Belle qui a un prénom. Donc là, il faut bien... Voilà, elle a juste parlé de la fée intelligente
c'est vrai, le prince, la reine, mais elle n'a même pas donné de nom au père. Donc il faut vraiment se repérer. Oui, tu voulais dire quelque chose, Alina? Pas du tout, je suis en train de partager le livre originel de La Belle et la Bête sur Ah, le d'accord, chat. j'ai cru. Alors, je reviens donc, voilà, donc cette reine, elle perd son époux et elle confie le prince à une fée de sa connaissance qu'on surnomme l'intelligente. Alors là, elle a quand même donné un nom, Madame de Villeneuve. Et cette fée, elle promet à la reine de préserver le prince de toutes sortes d'accidents. Donc, la fée, elle rassure la peur de la reine. La reine est aussitôt, elle est reconnaissante. Et puis, bien sûr, elle décide de lui faire confiance en remettant l'éducation du jeune prince à cette fée. Et pourtant, cette fée n'avait pas une bonne réputation. Elle passait pour capricieuse. On la craignait plus qu'on l'aimait d'ailleurs. Et elle a tout fait pour que la reine soit en confiance vis-à-vis d'elle. Parce que cette fée est quand même assez, on va découvrir, je crois, la plus perfide et la plus démoniaque des fées. Alors cette fée, il ne fallait pas l'offenser. Alors la reine étant seule veuve, donc voilà, a gouverné le royaume, donc c'était une proie. Et donc il y avait des voisins, qui voulaient s'emparer du royaume et se disaient, voilà, c'est un enfant gouverné par une femme, ça va être très très facile. Alors, d'ailleurs, le prince, quand il parle à Belle, il dit que sa mère, elle avait un courage au-dessus de sa condition de femme. Parce qu'elle se mit à prendre la tête de ses troupes, à défendre des frontières. Et c'est pourquoi l'éducation du prince, après, elle a été confiée à cette fée, juste le temps de mettre fin à cette guerre. Mais il y eut trop d'ennemis, tous aussi fourbes, et finalement, la reine, elle a dû renoncer à revoir son fils au bout d'1 an. Et elle est restée avec son armée pendant 15 ans. Donc le prince est toujours sous l'éducation de la fée. Alors la fée, elle tient parole, voilà, elle éduque le prince, elle prend soin de lui, tous les soins nécessaires. Et par respect, le prince, il lui dit combien il était sensible à ses bontés. Il avait pour elle les mêmes égards qu'il aurait eu pour sa mère, la même tendresse. Et la fée fut satisfaite jusqu'à ce présent, voilà, ce retour à son égard, ça lui convenait. Mais puis un jour, elle fit un voyage de quelques années, 2 ans à peu près, où elle ne communiquait pas, elle n'a pas du tout communiqué sa destination. C'était vraiment une destination secrète. Et l'auteur, elle nous plonge vraiment dans un mystère. On se dit, mais où est-ce qu'elle est passée? Bon, on va le découvrir plus tard. Donc la fée, elle revient, voilà, quelques années après, et à son retour, alors là, complètement différente, elle dit au prince, d'ailleurs le prince le dit d'ailleurs dans son récit, il dit « Elle conçut pour moi une tendresse différente que celle d'une mère. » Et la fée, cette fée intelligente, elle commence à se plaindre de la gratitude du prince. Puis le prince ne comprend pas ses reproches qu'il pensait ne pas mériter. Et le prince dit, mais elle ajouta que pour donner libre cours à ses desseins, qu'elle formait à ma faveur, que je l'épousasse, qu'elle ne voulait pas être aimée de moi comme une mère, mais comme une amante. Alors, évidemment, le prince, il est embarrassé, bien sûr. En plus, la fée, pour lui, il la considère comme une mère, c'est une nourrice. Et puis, elle est laide, elle est vieille, elle est d'un caractère hautain. En plus, qu'elle lui promet monts et merveilles, lui, non, elle n'est pas du tout convaincue. Alors, il pensait qu'il était bien éloigné de sentir pour elle ce qu'il faut sentir pour une personne avec qui on veut passer sa vie agréablement. Alors, pour se sortir de cette situation, le prince dit à la fée qu'il fallait en parler à la mère à la reine sa mère. Voilà, parce qu'elle ne pouvait pas consentir sans l'accord de la mère. La reine apprend la nouvelle que cette fée intelligente voulait épouser son fils. Et là, ça la met hors d'elle, la reine. Et elle dit à la fée, « Songez-vous, madame, au bizarre assortiment que vous me proposez. » Et la fée, étant laide à faire peur,
Et évidemment, même sa puissance ne pouvait pas lui donner une beauté artificielle. Voilà, elle pouvait prendre une apparence belle une fois l'an, mais c'est tout. Voilà. Et la reine, donc, était aussi fière que la fée. Elle se dispute et la reine ne se contrôle plus du tout. Elle va tendre un miroir, une glace devant le visage de la fée pour qu'elle puisse se voir et qu'elle démontre la laideur, qu'elle lui démontre la monstruosité. Et c'était inconcevable que une fée aussi laide puisse épouser son fils qui était d'une beauté sans exemple. Parce que le prince, il est décrit quand même comme une beauté extraordinaire. Donc la fée comprend aisément ce que la reine voulait lui démontrer. Alors la fée lui répond haineuse. C'est donc la beauté de ce précieux fils qui vous rend si vaine, et c'est ce qui m'expose à un refus honteux. Je vous parais indigne de lui? Eh bien, en prenant un ton furieux, après avoir donné tous mes soins à le rendre si charmant, il faut que je couronne mon ouvrage. Et la fée se tourne vers le prince et lui dit: Va malheureux, vante-toi de m'avoir refusé ton cœur, ta main, et fais-en le sacrifice à celle que tu trouveras à être plus digne de moi. En disant ces mots, donc la fée, elle donna un coup sur la tête au prince. Il fut si pesant, d'ailleurs lui, il raconte, le prince. Il dit, il fut si pesant que je tombai la face contre terre et que je me crus accablé par la chute d'une montagne. Tout courroucé de cette insulte, je voulus me relever, mais il fut impossible, le poids de mon corps étant si lourd qu'il m'en empêcha. Tout ce que je pus faire fut de me soutenir sous mes mains, devenues en un instant d'horribles pattes, dont la vue me fit apercevoir de mon changement. Dans l'instant, je jetai les yeux sur la fatale glace que, évidemment, la fée lui tendit, et il ne fut plus permis de douter de ma cruelle et subite métamorphose. Et la douleur me rendit immobile. La fée, d'un air moqueur, en rajoute et lui dit: Va faire des conquêtes, et plus digne que toi qu'une auguste fée. Et comme on n'a pas besoin d'esprit quand on est aussi beau, je t'ordonne de paraître aussi stupide que tu es affreux, et d'attendre dans cet état pour reprendre ta première forme, qu'une fille belle et jeune vienne volontairement te trouver, quoiqu'elle soit persuadée que tu vas la dévorer. Il faut aussi qu'après, elle ne craindra plus pour sa vie, elle prenne une assez tendre réflexion pour te proposer de l'épouser. Jusqu'à ce que tu retrouves cette rare personne, je veux que tu sois un sujet d'horreur pour toi-même et pour tous ceux qui te verront. Et elle se retourne vers la reine et lui dit: Pour vous, trop heureuse mère d'un si aimable enfant, je vous avertis que si vous déclarez à quelqu'un que ce monstre est votre fils, il ne changera jamais de figure. Adieu, ne vous impatientez point, vous n'attendrez pas longtemps. Il est assez mignon pour rencontrer bientôt un remède à ses maux. La reine est horrifiée, évidemment, et veut prendre la place de son fils. Évidemment, la fée refuse, et même la reine a eu des idées noires, mais heureusement, et il y a une fée bienveillante qui arrive à ce moment-là. Parce que bon, la fée, elle s'en va, évidemment, elle la laisse vraiment dans un désespoir. Et là, à ce moment-là, il y a une fée bienveillante qui arrive et qui va voir la reine et qui lui dit qu'il y a un remède quand même à ce sort. Et qu'en étant une fée, elle ne pouvait pas déjouer le sort d'une autre fée. Ce n'était pas permis de s'opposer aux volontés d'une autre fée.
Voilà, c'était difficile de terminer cet enchantement, mais ce n'était pas impossible, dit cette fée bienveillante. Il sera lent, mais il sera certain. Alors pour que la cour ne sache rien, cette fée bienveillante change tous ceux qui respiraient dans le château en statues de pierre. Le jour où le sort sera rompu, le temps n'aura pas d'effet sur eux et ils resteront jeunes. Alors par sûreté, la fée fait apparaître un brouillard si épais qu'il était impossible d'y pénétrer. En fait, de ce château, voilà, c'est devenu un château enchanté. Elle venait voir le prince, voilà, quand il était une bête, pour adoucir sa peine, et elle donnait des nouvelles à sa mère, la reine, de son état. Jusqu'au jour où elle lui dit « Cher prince, le moment de votre bonheur approche. » Elle dit au prince qu'un marchand qui s'est perdu et qu'elle avait fait en sorte qu'il vienne dans le château pour trouver asile et qu'il fallait se préparer pour le recevoir, qu'il avait une fille charmante qui lui a demandé une rose. Et cette fée bienveillante suggère donc au prince devenu bête de le guider vers le jardin des roses et que lorsque le père allait cueillir une rose, il fallait qu'il se cache et lui fasse croire qu'il avait fait une faute impardonnable et qu'il échange sa fille contre lui. Donc Belle, qui est la seule capable d'affection sincère. Donc lorsque Belle arrive au château, la fée, elle dirige les rêves de la jeune fille, lui faisant voir la figure la nuit du prince. C'était la seule façon pour lui de pouvoir avouer son amour pour elle et voir si elle allait succomber à son charme. Parce que la bête l'aime, mais il ne peut pas avouer son sort à Belle. Il souffre terriblement de ne pas pouvoir l'aimer et lui avouer. Voilà, c'est pire, c'est pire que tout, parce que sinon, s'il lui avouait qui il était, eh bien, la malédiction serait pour toujours sur lui, quoi. Donc, il doit vraiment garder le secret de son identité, qu'il est du sang royal, sinon, voilà, il resterait bête pour toujours. Et la fée venant voir la Belle, même la nuit, elle a fait en sorte, que tout soit dévoilé. Donc voilà l'histoire. En fait, le prince n'a jamais été méchant, il n'a jamais été cruel. Dans toutes les histoires, toutes les adaptations qu'on a dit sur La Belle et la Bête, eh bien non, ce n'est pas l'origine. Et ça, tu vois, quand tu me l'as appris et qu'après coup j'ai entendu le livre, enfin l'histoire, le conte d'origine, donc de Gabrielle Suzanne Villeneuve. Oui. Donc ce nom est important à retenir, hein, puisqu'on pense toujours à Madame de Beaumont, alors que c'est une autre version, plus édulcorée, on va dire, de ce conte. Et donc, en fait, la version que tu m'as montrée pendant qu'on préparait l'émission, a priori, n'existe plus en édition. Donc, les enchanteurs sont tristes sur le chat. Mais on donne le nom et je pense que sur Gallica, il doit y avoir le conte d'origine. Parce que sur Gallica BNF, il y a quand même pas mal de choses d'origine. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous tapez Gabrielle Suzanne Villeneuve, Belle et la Bête. Vous allez trouver des choses, même si c'est pas forcément ce conte-là avec l'image que je vous ai donnée. Vous aurez quand même la version originale. Sinon, il y a l'audio. 4 heures d'audio avec une très belle voix également pour nous conter l'histoire. Il faut être motivé, 4 heures d'audio, c'est vrai. Mais de A à Z, on rentre dans un monde féerique. Vraiment. Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un conte féerique. Et d'ailleurs, tu m'expliquais que on découvre également l'histoire des fées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et juste une petite chose sur Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Il faut savoir que elle s'est mariée, elle est devenue veuve à 26 ans et elle a perdu toute sa fortune. Elle a perdu toute sa fortune suite à ça parce que son mari était très joueur. Mais il y a un petit côté un peu autobiographique avec le père de Belle, le riche marchand qui perd toute sa fortune. Voilà, c'était juste
On retrouve, quand on regarde bien sa biographie. Voilà. Donc, elle s'est peut-être inspirée de sa propre vie avec le père de Voilà. Belle. Voilà, tout à fait. Alors, pour reprendre, oui, alors évidemment, il y a le monde des fées qui est très, très, très présent dans la dernière partie et qui nous fait découvrir l'origine de Belle. Et oui, parce que là, il y a aussi un autre scoop On est qu'on choqués. ne savait pas. J'ai été Qu'on ne choquée. sait pas du tout. Donc, au moment où la bête donc est redevenue un prince, donc il arrive que dans le château, il y a la mère et la fée bienveillante qui arrive. Et la mère, la reine, de la mère du prince qui dit ah oui, mais Belle, elle n'est pas de sang noble. Elle ne peut pas épouser mon fils. Je me suis dit, elle va encore, déclencher encore la foudre d'une fée. Et la fée bienveillante, elle lui dit, eh bien moi, je vais vous dire la vérité sur Belle. Et pourquoi c'est Belle qui a été l'élue. Donc la fée, donc là, nous sommes dans la dernière partie. Donc la fée bienveillante, elle dit, en fait, que le marchand n'est pas le véritable père de Belle. En fait, son véritable père est un roi qui appartient à la famille de la reine, mère du prince. Et un jour, donc ce roi, il rencontre une bergère dans la forêt, bref. Et il tombe fou amoureux de l'un de l'autre. Et le roi enlève donc cette bergère de sa condition. Il se marie avec elle, malgré toutes les interdictions, parce qu'il fallait qu'il épouse une fille, une princesse de sang royal. Et de le fruit de leur amour, eh bien, de ce roi et de cette bergère, ça sera la petite Belle. Donc, jusque-là, bon, je dis OK, je continue ma lecture et je découvre en fait que cette bergère n'est autre qu'une fée. En fait, cette fée, c'est une jeune fée qui a à peu près une centaine d'années, qui était la sœur de la fée bienveillante. Celle qui a protégé le prince est Belle. Et dans le monde des fées, il y a ce qu'on appelle l'île heureuse. C'est l'endroit où règne la reine des fées, les fées, leurs lois et leur magie. Il y a même un livre magique qui connaît les vérités. Voilà, donc là, on est vraiment dans le monde des fées. Et un jour, on va revenir à cette vilaine fée dite l'intelligente. Évidemment, elle faisait partie de cette île heureuse. Cette vilaine fée, elle découvre un jour la vérité. Elle découvre que cette jeune fée, la mère de Belle, est devenue reine. Voilà. Donc, pour elle, elle a violé les lois de l'île heureuse, l'île des fées. Parce que de temps en temps, elle revenait sur l'île comme si elle était toujours une fée, et puis après, elle revenait un petit peu, comme si elle était reine. Donc, cette vilaine fée, elle accuse la mère de Belle d'avoir violé les lois, interdisant toute alliance avec un humain qui n'a pas autant de pouvoir que les fées. Et donc, cette vilaine fée, elle va faire en sorte qu'on lui fasse un procès. Elle va même lui jeter un sort à la pauvre mère de Belle. Elle est bannie pour toujours de l'île et elle est condamnée à être prisonnière. Et en fait, que le roi, donc son mari, son époux, la croit morte. Que la petite Belle, fruit honteux de cet amour, comme elle dit, épouse un jour un monstre pour montrer la faiblesse de sa mère qui a osé se laisser charmer par la beauté fragile et méprisable de son père. Mais en faisant cela, cette vilaine fée, elle avait une idée en tête, c'était prendre la place de la mère de Belle en étant épouse auprès du roi. Donc c'est une fée intelligente qui a plus de 1000 ans. Hein. C'est une fée qui, grâce à son ancienneté, elle pouvait devenir serpent. On parle de ce pouvoir apparemment qui est un grand pouvoir. Et en fait, à un moment donné, j'ai parlé d'un voyage secret. La fée intelligente qui, à un moment donné, est partie quand elle était en train d'éduquer le jeune prince, qu'elle était partie pendant 2 ans.
on savait pas trop où est-ce qu'elle était partie. Eh bien, elle était partie en fait euh, pour aller voir le voyage secret de l'horrible fée intelligente. En fait, elle avait pris le visage d'une pauvre princesse pour se faire épouser auprès de Père de Belle qui était en chagrin d'avoir perdu son épouse. Et elle arrive à duper le roi par sa beauté, qu'elle comprenait son chagrin d'avoir perdu son épouse et qu'elle allait s'occuper de l'éducation de la petite Belle. Et comme le roi ne voulait pas, parce qu'il aimait tellement sa jeune épouse, et ben, cette méchante fée, elle pensa qu'il fallait se débarrasser de Belle. Comme ça, le roi, il voudra une descendance. Et voilà. Mais alors, elle engagea une vilaine, une horrible servante et son mari pour déposer l'enfant dans la forêt, la petite Belle, pour l'éliminer. Mais à ce moment-là, la fée bienveillante, elle sauve la petite et elle élimine le couple. Bon, c'est assez cru, on va dire. Donc, et la fée bienveillante, donc en fait qui est la tante de Belle, elle dépose ensuite l'enfant dans une maison où il y avait une petite fille qui était très malade et qui avait le même âge que Belle. Et en fait, elle a échangé les enfants parce que la petite qui était malade, elle allait trépasser, elle allait mourir. Donc voilà, elle a échangé, il y a eu un échange d'enfants. Et en fait, cet enfant, elle était au marchand, à ce riche marchand, voilà, qui en fait n'a pas vu du tout, la duperie en fait. Voilà, donc voilà, ils n'ont pas vu la différence. Donc le roi croit que la petite Belle, elle a été dévorée dans la forêt. Il n'avait pas envie de refaire sa vie. Il avait trop de chagrin d'avoir perdu les deux amours de sa vie. Et il rejette cette fausse princesse, donc cette méchante fée diabolique. Et cette fée diabolique, ça la rend folle de rage, car elle voulait tellement ce roi, eh bien, qu'elle retourne de son voyage vers le jeune prince, voilà, à qui l'éducation lui était confiée. Et évidemment, on connaît la suite. Voilà, elle demande au prince de l'épouser. Le prince refuse, et la reine aussi. Et puis voilà, la malédiction se met en place sur le prince par vengeance. Voilà, C'est donc hallucinant. l'histoire. Ouais, c'est hallucinant quand on apprend ça parce que quand on connaît l'histoire de La Belle et la Bête, on est très loin de tout ça en fait. Voilà, en fait, ce qui est très loin, c'est que on n'a pas du tout parlé des origines de la bête et de la belle. Oui. Du coup, dans aucune adaptation. Même, tu vois, quand j'ai vu le film en 2014 de Christophe Gans, il avait dit qu'il avait repris d'après le livre de Madame de Villeneuve. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils reprennent vraiment justement cette vérité, qu'en fait, le prince n'a jamais été méchant. Et les origines de Belle, que là, c'était très loin, en fait, du conte, finalement, de Madame de Villeneuve, sauf les décors. Les décors, les costumes, l'ambiance reprenaient, je trouve, quand même, le livre. Oui, je Donc te confirme. ça, oui, Oui, je pense. oui. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu... Alors moi, par contre, j'ai la chance d'avoir le livre de La Belle et la Bête avec le conte original de Madame de Villeneuve à la maison, d'ailleurs que j'avais exposé à mon exposition du mois d'octobre. Et ça a été traduit, disons qu'ils ont juste un peu changé, c'est les éditions du Chêne. Alors je ne sais pas s'ils l'ont encore pour ceux qui veulent avoir cette adaptation, où il y a les deux versions de Madame de Villeneuve et de Madame le Prince de Beaumont. C'est celui que j'ai transmis sur le chat, effectivement. Ah, ils n'ont plus, du coup? Eh ben non, a priori, il y en a plus. Ah bah ça m'étonne pas, parce que peut-être que j'en avais informé, peut-être qu'il y a eu, mais c'est vrai que bon, il a été, je l'ai devant moi. Ouais, non. La couverture est magnifique, en tout cas. La couverture Oui, est la superbe. couverture, c'est vrai que c'est un livre pour moi qui m'est très très cher parce qu'on a toutes les informations. Et comme j'ai dit, c'est vraiment, il y a 4 parties. On découvre vraiment de A à Z. Et même dans le château de la Bête,
il y a des choses incroyables, vraiment de féerie, moi je trouve, hein, sincèrement, qu'on ne trouve pas du tout dans le conte de Madame de Beaumont. Il faut bien dire une chose, il y a 130 pages pour le roman de Madame de Villeneuve, qu'il y a 25 pages pour Madame de Beaumont. Oui, donc vous voyez déjà la différence, à quel point elle a condensé, elle a pris le meilleur à ses yeux de cette histoire, elle a remanié, puisqu'elle elle a quand même montré la bête comme étant la méchante personne. Oui. Et ce qui est intéressant, parce qu'on en parlait tout à l'heure quand tu as commencé la chronique, c'est autour de la bête, en fait. Parce que dans le conte d'origine, la bête est à la fois dans le rêve de Belle, le prince, et en même temps, le rôle qu'il a, le prince, dans son rêve est à la fois angélique, mais à la fois, entre guillemets, monstrueuse, parce que il propose, en gros, il dit à la Belle, débarrasse-toi de la bête, puisque c'est moi que tu aimes, tu vois. Et donc, on retrouve un peu le personnage de Gaston, plus ou moins, dans ce rêve-là. Donc, la bête est à la fois physiquement, dans la réalité de ce château, une bête. Donc, physiquement, il est une bête, mais il reste gentil et humble. Il ne lui fait pas de mal. Belle, dans ses rêves, elle voit le prince avec la beauté absolue. Elle en tombe follement amoureuse. J'ai des frissons. Elle en tombe follement amoureuse, mais en même temps, même si il a l'air bienveillant, il veut quand même que la bête soit détruite. Après, bon, je peux comprendre aussi, hein, parce que forcément, c'est son alter ego, donc il espère qu'elle ne s'amourachera pas de lui. Mais en fait, le but, c'est qu'elle ait de la compassion pour cette bête. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, c'est la fée bienveillante, donc qui aussi a fait en sorte qu'il y ait tout cet enchantement dans le château et ses rêves aussi. Parce que c'est grâce aux fées qu'il y a ses rêves aussi qui arrivent. Et même elle est dans un rêve à un moment donné, un des rêves de Belle, et qui lui dit. Mais enfin, c'est vrai qu'à un certain moment, on voit qu'il change de personnalité, le prince. On voit le côté. Mais je pense qu'aussi, c'est un petit peu, je pense aussi un test pour que, en fait, pour tester aussi l'amour qu'elle avait vraiment réel, moi je pense véritable pour la bête aussi. Il y a un petit piège peut-être. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Exactement. Et finalement, parce que même la bête, on voit qu'elle est d'une générosité, parce qu'il voit même des richesses à son père pendant qu'elle est captive. Et je trouve ça quand même. On voit qu'en fait, il a jamais été méchant. C'est pour ça que quand je vois toutes les adaptations, on dit c'est un méchant prince, il était capricieux et tout. Je dis non, c'est pas vrai. C'est faux. Il y a un passage dans le roman que j'ai adoré. Quand donc la bête commence à mourir, hein, comme on voit dans toutes les versions. Et en fait, on se rend compte à quel point la puissance des larmes peuvent apporter une dimension beaucoup plus magique que l'on imagine et permettre justement à la personne qui est dite en train de mourir de la faire revenir à la vie. Et j'ai trouvé vraiment ce passage où justement elle se met à pleurer quand elle a peur de perdre donc la bête et qu'on voit effectivement que les larmes ont cette puissance magique qui lui permet vraiment de faire revenir entre guillemets la bête, quoi, tu vois. J'ai trouvé vraiment ce passage hyper émouvant et comme quoi en fait nos émotions aussi, ça amène une porte psychologique autour de nos émotions. Quand on se met à pleurer par bonté d'âme, par amour, à quel point ces larmes peuvent être puissantes pour l'être et les personnes que l'on aime autour de soi. Tu en penses quoi? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. D'ailleurs, moi j'étais très émue de la manière dont même c'est écrit. Oui. Parce que là, il n'y a pas de baiser comme comme dans Disney et autres. Enfin, c'est vraiment là, tu vois, elle lui met sa main sur son cœur quand elle avoue son amour à la bête. Et elle lui dit d'ailleurs à quel point elle l'aimait. Et elle pensait vraiment à mourir, quoi, si elle n'avait pas pu la sauver, quoi, pas pu sauver la bête. Et c'est vrai que c'est tellement fort qu'on se dit, waouh, finalement, il n'y a même pas besoin d'être avec quelqu'un physiquement pour l'aimer. Parce que le prince qu'elle voyait dans ses songes, c'était vraiment très physique.
Et là, on voit que c'est vraiment, on rentre vraiment dans les sentiments purs d'un amour, en fait. C'est ça. La pureté plutôt que la passion fusionnelle et physique, quoi. Voilà, qui peut des fois rendre un peu, voilà, un peu déstabilisé parce qu'il y a une sorte de souffrance un petit peu dans ce genre de passion. On peut être ensemble, mais on peut pas être ensemble. Voilà, tous ces trucs-là qui peut perturber, alors que voilà, l'amour, ça doit être quelque chose de pur, de simple finalement, de vrai, je dirais. Oui. Et puis, Et oui. Oui, je voulais dire aussi, il y a un passage avec la fameuse bague, où justement, quand la bête lui donne cette bague magique pour lui permettre de revenir dans le château enchanté, oui, là aussi, très symboliquement, tu as cette bague autour du doigt, tu la retournes, en fait, et là, d'un seul coup, tu te retrouves propulsé dans ce château enchanté. C'est pareil, il y a des passages magiques qui sont assez frappants. Donc ce passage-là, comme la description de l'armoire aussi, qui est en fait montée en cristal de roche. Je veux dire, il y a quand même une pierre là qui n'est pas anodine dans le oui, conte, tout à fait. qui porte une dimension ésotérique et mystique assez importante. On découvre aussi qu'elle voyage dans le château, c'est-à-dire que en ouvrant des fenêtres, elle se retrouve propulsée dans d'autres dimensions, en fait, dans d'autres lieux. Oui, tout à fait. Enfin, je trouve quand même. Puis il y a les animaux. Elle parle avec les animaux. Elle chante avec les oiseaux. Enfin, clairement. Enfin, je trouve que ce conte est tout bonnement hallucinant, quoi. Déjà Ah, mais pour l'époque, c'est tu mille vois. et nuits, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était mille et nuits, c'était féerique, Ouais, c'est magique, quoi. Voilà, il y a vraiment une matière à faire, vraiment un film extraordinaire, c'est moi, clair. personnellement. Ou une trilogie, ou même une série, on en a C'est parlé, clair. Alina. Sans oublier, par contre, ça, c'est réel dans le conte d'origine. Oui, La jalousie de ses sœurs. Il y a 6 sœurs et 6 frères, contrairement aux versions qu'on connaît où ils sont 3, je crois, de mémoire, oui, de chaque côté. Là, ils sont 6 sœurs et 6 frères. Et donc, autant les frères adorent Belle, ses frères adorent Belle, mais autant ses sœurs la jalousent affreusement. Et ça, tu vois, la dimension de la jalousie, de l'envie, hein, de la part d'un membre de sa famille notamment, parce que différent, parce que ceci, parce que cela, ça apporte aussi une dimension psychologique à travers ce conte qui est assez forte. ah, complètement. Oui, oui, et puis, mais il y a le pardon, hein, il y a Oui, aussi beaucoup de pardon, hein, je trouve que, voilà, c'est... Oui, c'est vrai que la jalousie, malheureusement, bah, même, tu vois, la fée, oui. la fée intelligente qui était extrêmement jalouse, en fait, d'une jeune fée, de la jeune fée, de la mère de Belle, qui a voulu prendre sa place finalement. Et elle Ouais. l'a fait accuser, à tort. Ça, c'est fou parce que ça nous montre également que même dans le royaume des fées, il y en a autant des bonnes que des mauvaises. Et que Oui, c'est souvent par l'envie ou la jalousie que la chantifée puisse se transformer aussi en quelque chose de plus maléfique, quoi. oui, ah oui, tout à fait. C'est hallucinant. Mais comme tu dis, c'est vrai que dans le château aussi, c'est absolument magique. C'est pour ça, je veux pas non plus tout Oui, raconter parce que sinon on spoil si les déjà, c'est gens pas mal. veulent, mais je voulais tellement parler de vraiment du secret en fait. Quand je disais le secret de la Belle et la Bête, c'est vraiment quand je disais ça, c'est que vraiment on ne sait pas du tout les origines en fait de la Bête et de Belle et on l'a complètement oublié et personne n'en parle. Personne n'en a parlé. On ne parle que des versions Disney. On ne parle que de ça. Tu vois, au Cocteau. Et encore, Cocteau est plus proche beaucoup plus proche évidemment. Même à la limite, il a un petit peu de Madame de Villeneuve Ah à un oui, moment. ah oui, quand tu vois la bête, je crois que dans la version Cocteau, elle fait aussi des rêves du prince, non? Il me semble de mémoire. Alors, je m'en rappelle plus Ça bien, me mais parle. effectivement, euh, Il y a aussi l'histoire de la bague, il me semble, dans il y a la Cocteau. bague. Ça, il y Oui, a la bague, c'est clair. Il y a l'histoire du miroir. Alors, le miroir où elle peut voir son père, où elle peut. Ça fait un peu comme peau d'âne, hein. D'ailleurs, je trouvais que ça faisait un côté un petit peu peau d'âne. alors moi aussi, à fond. Ah, complètement. Ah, complètement. D'ailleurs, peut-être que Jacques Demy a peut-être vu certainement Cocteau quelque part. Mais je pense, oui. Euh,
Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même dans la magie, je trouve, de Cocteau, un petit peu, Madame de Villeneuve. Bon, On est un petit d'accord. pas complètement. C'est peut-être... Parce que les objets aussi sont très présents. Oui, Les objets, tu as vu, en magique, dans le château. Et puis, comme on disait, tu as la galerie, le cabinet des glaces, tu as la galerie des peintures, oui, tu as la salle des instruments, tu as une bibliothèque immense. oui. Ça, par Quand contre, c'est même, vrai. ça se dit. Et les perroquets, tu as les perroquets, tu as les singes. Enfin bon, Ah, les c'est singes, alors j'ai trouvé justement, je voulais t'en parler, je sais pas ce que t'en penses, j'ai trouvé une originalité avec les singes. Là, je retrouvais le magicien d'Oz avec la méchante reine sorcière verte, tu sais. ah oui, 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 tout à fait. Là, Mm. c'est le magicien d'Oz, là, vraiment, ces passages-là. Et non, c'est assez dingue pour l'époque, parce que c'est vrai que c'est quand même un conte qui date, quoi. 1740, ça a été publié. Donc, 18e siècle. Oui. Donc, c'est même très vieux. C'est très vieux, 18e siècle. Et sachant que la deuxième version, donc en fait, Madame de Villeneuve, je crois, est décédée en 1600, en 1500, enfin, je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'en fait, ces publications, elles sont... Oui. En fait, Madame le Prince de Beaumont, elle a sorti La Belle et la Bête un an après que Madame de Villeneuve est décédée. Et comme tu m'expliquais aussi, elle n'a pas cité les sources. Voilà. Et ça c'est pas bon, ça. Du Non. tout, du tout. Ça m'a pas plu. J'ai dit, ah non, non, non. Et c'est elle qui a eu le plus le laurier, quoi. Et par rapport au château enchanté, il est enchanté, c'est sûr, parce que la bonne fée a forcément enchanté le château. Donc, ce qu'il faut aussi vous rendre compte, c'est que quand elle a enchanté le château, elle a aussi enchanté les habitants dans la Oui, version d'origine. C'est important de le souligner, parce qu'il y a une dimension autour un petit peu donc du paranormal, des esprits, tout ça. Le lieu est habité, en fait. Le lieu est habité, même si tout est en statue de pierre, ce que tu oui, m'expliquais quand on échangeait sur le sujet, on ressent vraiment une dimension paranormale autour de ce conte également, parce que on voit notamment vers la fin, où quand le vrai père de Belle arrive, il y a un passage où on nous explique en fait qu'il parle à des gens qui ne sont pas présents en fait. Et lui, il les oui. voit, et j'ai des frissons. Lui, il les voit comme s'ils étaient vraiment réels, et on ressent une dimension d'un lieu hanté, en fait, tout simplement. Donc c'est assez, sans oublier que les objets aussi ont une âme, que le château a une âme. Donc toute cette dimension-là est juste magnifique, quoi, à lire, à entendre, à découvrir. Ah, complètement. Moi, je dis, c'est vraiment féerique. On appelle féerique et vraiment mille et nuits. Le palais, d'ailleurs, elle dit le palais. Madame de Villeneuve, elle dit pas château, elle dit Oui, le palais. Enfin, moi, dans ma version, alors que Madame de Beaumont, c'est un château. Alors, j'ai regardé un petit peu la différence d'un palais et d'un château. Alors, le palais, c'est vraiment, voilà, c'est comme, c'est un palais vraiment qui démontre un peu la puissance. Bon, il y a plus de puissance oui. palais qu'un château. Un château, ça peut être un petit château, ça peut être un grand château, mais un palais, on dit un palais, voilà, c'est assez imposant, quoi. Et c'est souvent quelqu'un qui a un haut pouvoir dans la hiérarchie royale. Donc il y a vraiment une dimension. Alors il y a une dimension de la noblesse, mais de la noblesse du cœur, au Oui, niveau de la bonté, de la générosité, tu vois, tous ces mots-clés en fait qu'il faut vraiment prendre en compte. Quand on pense à la noblesse, faut arrêter aussi de penser tout de suite au roi, tout ça. Il faut aussi penser, à mon sens, au côté archétypal de ce mot. Et ça se retranscrit énormément dans ce conte également, je trouve. oui, C'est ah oui, oui, important. complètement. Ouais. Donc, juste magnifique.
Ce conte est magnifique et merci franchement Agnès K pour la découverte. Alors, je ne sais pas si tu as vu sur le chat, mais il y a énormément de messages pour toi. Géraldine, Claude de la Corrèze, je ne sais pas, peut-être que tu le connais, Oui. sont là et ils te remercient vraiment, ils adorent ta chronique. C'est nouveau, donc vous verrez chaque 4e dimanche du mois, Agnès K sera parmi nous pour nous conter le conte, nous raconter le conte. Pour revoir en fait, parce que bon, c'est vrai que celui-là, c'était vraiment celui qui me tenait à cœur, parce que c'est un de mes contes préférés, et surtout que je l'ai mis en scène. Je l'ai déjà mis en scène dans un château, dans plusieurs scènes, enfin voilà, de théâtre qui est justement d'après Madame de Villeneuve. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'ils sont, voilà, il faut beaucoup de, comment dire, de moyens pour le faire. Donc j'en ai fait quelques-uns. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je le narrais, que je racontais cette histoire, eh bien, en tous les cas, moi, je sais que les gens qui étaient le public, eh bien, il y avait des personnes qui pleuraient. Donc ça veut dire que dans cette dimension qu'a voulu créer Madame de Villeneuve, il y a vraiment les sentiments du cœur qui sont tellement purs, ça nous parle en fait. C'est au-delà, voilà, c'est au-delà de tout. C'est l'amour véritable en fait. C'est le véritable amour en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça nous émeut autant. Je pense, oui. J'en profite pour te donner le message de Géraldine qui dit « J'adore la chronique d'Agnès K, c'est tellement passionnant, j'adore l'écouter. » Ah, bah écoute, mais Géraldine, je vois qui c'est. Oui. Je l'embrasse très très fort. Je sais qu'elle m'encourage beaucoup. Elle est adorable, elle est merveilleuse. Il y a également Claude, hein, va voir les messages sur le chat, c'est juste magnifique. Ah, bah écoute, magnifique, magnifique. Ah oui. Ah oui, c'est une petite chose aussi que le monstre enfin, la bête, dans Madame de Villeneuve, le monstre, il a des écailles avec une trompe. Oui. On se demande un petit peu, c'est vrai que c'est loin de Cocteau, c'est loin de tous les bêtes qu'on a mis, même dans Disney, qui faisaient plus entre un lion et un chat ou je sais trop quoi. Non je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Alina? Oui, c'est vrai que la description de la bête est particulièrement étrange par rapport à ce qu'on connaît d'origine. Et oui, c'est comme tu dis, nous, on a l'habitude de voir l'archétype du lion mélangé au chat, enfin un énorme chat en fait, en gros. Et oui. Là, pas du tout, quoi. Un mélange d'éléphants, d'écailles. Enfin, c'est assez étrange comme... Ça aussi, ce serait peut-être à creuser autour du symbolisme. Ah, mais il y a tellement de choses à dire sur La Belle et la Bête que je crois qu'on pourrait rester au moins pendant 3 heures. C'est clair. Alors, en plus, j'ai partagé à Aniska ma petite fiche suite à ma découverte du conte en audio. Et oui. Comme tu sais, en fait, maintenant, depuis très peu de temps, je fais des émissions autour du décortiquage des contes. Et oui. J'avais pas prévu de faire La Belle et la Bête tout de suite, hein, parce que je savais que t'allais venir et nous en parler. Mais je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce conte. Et autant toutes les versions, parce que les versions qu'on connaît habituellement, mais aussi cette version-là qui reste quand même celle à nos yeux, qui nous donne un coup au cœur comme on ne peut pas imaginer. Depuis des centaines d'années, on nous fait croire que la bête est méchante. Oui. Enfin, vraiment, c'est ça, hein, le truc. Hein. Depuis 300 ans. Voilà, 300 ans. Tu te rends compte, mais depuis 300 ans. Donc, il faut réveiller la vérité. Il faut que la vérité arrive. Et c'est peut-être ça, je pense, Agnieszka, peut-être que c'est ça aussi qu'on ressent, qu'on soit autant attaché à ce conte, sans connaître l'origine. Hein. Mais peut-être qu'on doit ressentir au fond de nous que la bête, elle n'est pas si méchante comme on nous le montre. Oui. C'est ça qui nous émeut, en fait. C'est l'image qu'on nous montre officielle d'une personne, par exemple, qui n'est pas celle que l'on croit. Tu vois ? Et exactement. Parce que j'essaye de comprendre, en fait, pourquoi ça émeut autant de monde, notamment moi, bien sûr, mais pourquoi ça émeut autant de personnes, ce conte-là. Je trouve plus que les autres contes. Les autres contes sont merveilleux aussi, hein, mais celui-ci, il a une dimension beaucoup plus émotionnelle que l'on imagine.
il rentre à l'intérieur de nous d'une puissance sans nom, quoi. Donc je cherche à comprendre, à analyser. Et En fait, c'est un peu une connexion, en fait, une connexion entre deux êtres. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment une connexion entre deux êtres, c'est-à-dire que il n'y a plus besoin des apparences, il n'y a plus besoin du corps, il n'y a plus besoin, c'est comme s'ils étaient en connexion. Ils sont tellement en osmose, en parfaite symbiose, c'est comme une musique, tu vois, il n'y a pas de fausses notes. Tu ressens, je sais pas, il y a quelque chose qui met en avant l'amour pur, en fait. Ouais. Qui n'a pas besoin juste d'un physique aussi. C'est des apparences, hein, on parle beaucoup des apparences. Mais même la manière dont c'est écrit, et puis, comme tu disais tout à l'heure, la manière dont Belle, elle avoue tes sentiments à la bête, c'est-à-dire juste avec des mots, tu peux faire revenir à la vie quelqu'un, quoi. La puissance, oui. C'est-à-dire l'intensité des mots, la manière dont tu vas le dire, comme tu disais, l'émotion que tu vas jeter, toute ta sincérité, ton cœur, tu ouvres ton cœur, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est tellement sincère, cette histoire. On ouvre le cœur, quoi. Je pense que c'est ça qui émeut les gens. Et puis ça nous touche tous. Je pense que ça nous touche tous. Il y a quelque chose qui nous touche. Là, tu m'émeus, là. Et il faut qu'on continue l'émission parce que j'ai Lunaya qui attend, la pauvre pupuce. Oh là là. Donc, on te fait plein de gros bisous, vraiment, Agnieszka, vraiment, merci. Eh bien, bah écoute, je te remercie énormément, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que vous avez passé un beau moment. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique. Oui, donc le mois prochain, surprise, vous verrez. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Donc c'est un titre de Pierre Adenau. Donc tu m'as fait découvrir l'album de La Belle et la Bête de Pierre Adenau. Donc on va passer Tadoums, donc une musique que tu aimes beaucoup. Oui, de celui, le musicien, enfin l'artiste qui a créé la musique de La Belle et la Bête de Christophe Gans, du film qui a été créé en 2014. Voilà. Tout à fait. Donc, une petite pause musicale et puis juste après, ce sera donc Lunaya pour son boudoir aux potions. Plein de gros bisous, Agnieszka. Gros bisous, Alina. Gros bisous à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.